Bonjour à tous, bienvenue sur Lop Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comprendre ce que sont les rates et pourquoi est-il essentiel d'y investir lorsque vous investissez en bourse. En fin de vidéo, nous verrons combien vous devez allouer aux rates en fonction de votre profil investisseur et objectifs financiers. Je fais cette vidéo car les rates sont des actifs particuliers avec des fonctionnements particuliers. Normalement, si vous êtes sur ma chaîne, vous savez peut-être déjà que les actions sont la classe d'actifs la plus performante depuis plus de 200 ans. Cependant, les rates sont peu ou mal connus des investisseurs et c'est pourtant une merveilleuse classe d'actifs qui vous permettront d'avoir un portefeuille plus performant et résilient sur le long terme. Et c'est pourquoi ici, on va voir pourquoi est-il si pertinent d'y investir. Mais avant de voir pourquoi, nous allons essayer de comprendre ce que sont les rates. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Voyons ensemble ce que sont les rates. Les rates, ou fonds d'investissement immobilier, sont des entreprises qui possèdent ou qui financent des biens immobiliers. Leurs revenus sont tirés de la location, de la vente ou de la gestion de leurs actifs immobiliers. Les REITs permettent d'investir dans des portefeuilles d'actifs immobiliers via les actions, via les intermédiaires de fonds de placement, ce qui se fait généralement aux États-Unis, ou par des fonds négociés en bourse comme par exemple les ETF. Les REITs sont un type d'actifs spécifique avec des critères spécifiques. Au moins 75% des actifs totaux doivent être des biens immobiliers. Au moins 75% du résultat brut doit venir de la location des biens immobiliers, des intérêts hypothécaires ou de la vente des biens immobiliers. Un REIT se doit de verser chaque année au moins 90% du revenu imposable sous forme de dividendes aux actionnaires. Il y a d'autres aspects un peu plus annexes associés à la gestion et à la détention du capital. Je vous laisserai lire plus en détail les critères qui définissent un REIT sur le site de Nareit, qui est la référence concernant les REITs. Les rates se dissocient en deux catégories, les equity rates et les mortgage rates. Les equity rates détiennent et gèrent directement des biens immobiliers, immeubles, bureaux, entrepôts, etc. Les revenus de ces rates proviennent principalement des loyers perçus des locataires. Les mortgage rates investissent dans des prêts hypothécaires ou des titres adossés à des actifs immobiliers. Leurs revenus proviennent principalement des intérêts et des remboursements des prêts hypothécaires. Enfin, une troisième catégorie peut découler de ces deux types, les hybrid rates. Elles combinent les caractéristiques des equity et des mortgage rates. Leurs revenus proviennent à la fois des loyers et des intérêts hypothécaires. Que ce soit pour les equity, les mortgage ou les hybrid rates, les revenus sont générés par des investissements immobiliers qui sont ensuite reversés aux actionnaires sous forme de dividendes à au moins 90%. Les rates ont la possibilité d'investir dans des biens immobiliers extrêmement diversifiés. Certaines sont spécialisées dans la gestion d'actifs immobiliers traditionnels, comme des bureaux ou des commerces par exemple. Tandis que d'autres sont spécialisées dans la gestion d'actifs dits modernes, comme les data centers, les parcs d'attractions ou encore les entrepôts de stockage. Les secteurs d'activité des REITs sont très variés et offrent de nombreuses possibilités d'investissement. Certaines REITs sont spécialisées dans un secteur comme Realty Income avec les commerces, et d'autres possèdent un portefeuille d'actifs beaucoup plus diversifié et sont exposés à un ensemble de secteurs comme Digital Reality Trust qui gère des installations de télécommunications et des data centers. Maintenant que nous avons une idée plus précise de qu'est-ce qu'un REIT, les différents types et les secteurs possibles, passons en revue comment un REIT peut développer ses activités. La première est par une croissance interne ou organique, soit en augmentant le taux d'occupation ou les loyers des biens immobiliers en réduisant les coûts d'exploitation. La seconde est par une croissance externe ou inorganique par l'acquisition de nouveaux biens immobiliers. Enfin, la dernière possibilité de croissance est via le financement. Cela consiste à financer la croissance interne ou externe via l'émission de nouvelles actions, de l'endettement ou via la vente d'actifs immobiliers. Chaque axe de développement ou de croissance de l'activité d'un REIT a un risque qui lui est propre. Le plus optimal pour un REIT, soit le moins risqué dans l'expansion de ses activités, c'est l'augmentation de l'efficience du parc immobilier actuel en sa possession, soit par croissance interne. Les REITs avec une meilleure gestion des coûts d'exploitation et une possibilité d'augmenter ses loyers sont à privilégier dans le choix de nos REITs. Une croissance externe peut se dissocier en deux parties, l'acquisition et le développement. L'acquisition est l'acquisition d'actifs immobiliers existants, soit déjà construits. Elle est plus risquée que la simple amélioration de la rentabilité des actifs, mais si le REIT gère déjà correctement ses actifs et qu'il acquit davantage de biens de façon prudente dans sa sélection en termes d'actifs ou de localisation, cela augmentera mécaniquement le revenu du REIT et fera notre bonheur en tant qu'actionnaire. Cette stratégie est plus risquée que la précédente car il y a davantage d'incertitudes sur l'acquisition et le remaniement de nouveaux biens. Un REIT peut également choisir de développer ses activités via le développement, soit la construction de nouveaux actifs immobiliers. Dans ce cas, on augmente encore d'un cran le risque associé à ce type de stratégie de croissance. En effet, les estimations de rentabilité sur la construction de biens immobiliers peuvent être revues à la baisse, surtout en période de ralentissement économique ou de récession.
Dans l'ensemble, la construction de nouveaux biens peut être bénéfique, puisqu'elle permet éventuellement de construire par exemple des immeubles avec des coûts de construction et de maintenance plus faibles, et donc ainsi augmentera l'efficacité et la rentabilité. Une des principales incertitudes associées à ça, c'est la prélocation qui peut se voir diminuer au cours de la construction du bien. Ces stratégies de développement ont la possibilité, via de la croissance interne ou externe, de se financer de plusieurs façons. La dette, l'émission d'actions ou la vente de biens. Dans le cadre d'un financement par de la dette, cela augmente le levier financier du REIT et donc le risque. En effet, plus un REIT a un levier financier important, moins il est flexible financièrement. Les émissions d'actions ne sont pas fondamentalement mauvaises dans la gestion d'un REIT si c'est pour développer intelligemment et efficacement ses activités. Attention cependant, cela diminue notre participation au capital de l'entreprise et donc affecte négativement notre performance à long terme en tant qu'actionnaire, surtout si l'acquisition se voit être au final ne pas être rentable. Dans un contexte économique où les taux d'intérêt sont élevés comme actuellement, il peut être judicieux pour un REIT d'émettre des actions plutôt que de s'endetter à des taux d'intérêt élevés. En règle générale, un REIT avec un faible levier financier est plus en mesure de traverser les périodes de ralentissement ou de récession économique sans réduire son dividende ou vendre une partie de ses actifs. Une bonne gestion du levier financier d'un REIT est capitale pour s'assurer du bon développement de l'activité. Passons à présent en revue les différents types de contrats de location. Nous avons premièrement les gross leases. Le loyer est payé par le locataire, cependant les frais d'exploitation, l'assurance, les taxes sont à la charge du propriétaire. Les coûts supplémentaires éventuels sont pris en charge par le propriétaire pendant toute la durée du bail. Les risques sont donc assumés par le propriétaire. En second, nous avons les net leases. Le locataire est cette fois-ci responsable d'une partie ou de l'ensemble des dépenses opérationnelles, entretien, taxes, assurance, etc. Les net leases se divisent en trois parties. Première, c'est les single net leases. Dans ce cas, seulement les taxes foncières sont prises en charge par le locataire en plus du loyer. En second, nous avons les double net leases. Ici, le locataire paie le loyer, la taxe foncière et en plus l'assurance. Les autres dépenses sont à la charge du propriétaire. Et enfin, nous avons le triple net lease. Le locataire paye en plus du loyer tous les frais associés à l'exploitation, l'entretien, la maintenance du bien, l'assurance et les taxes. En troisième, nous avons les modified gross lease. Le modified gross lease est similaire à celui du double net asset. Le locataire paye le loyer, plus les taxes foncières et l'assurance, ainsi que toute augmentation de ces éléments par rapport à l'année de référence. Dans le cas où un propriétaire utilise des modified gross lease, c'est généralement quand plusieurs locataires sont dans un même bâtiment. Dans ce cas, le propriétaire facture au locataire un montant proportionnel à la surface qu'il loue pour l'entretien des parties communes ou CAM, Common Area Maintenance. Enfin, nous avons le Full Service Leases. Une partie du loyer inclut les frais liés à l'utilisation et l'entretien de la propriété. Cela signifie que le locataire paye un montant prédéfini qui inclut l'ensemble des coûts plutôt que de devoir les payer séparément. En résumé, regardons qui paye quoi et quel type de bail se fait en fonction de quel type de bien. Les appartements sont très généralement loués via des gross leases. Pour les locaux commerciaux, le bail brut est rarement voire jamais utilisé, et souvent seulement pour des courtes périodes ou pour des locaux de mauvaise qualité. Parmi les exemples de bâtiments détenus par les REITs, qui sont généralement loués en triple net, nous avons les fast-food, les entrepôts, les établissements de santé ou les immeubles de bureaux qui servent de siège social. Les Gross Modify et Full Services sont les plus souvent utilisés pour les immeubles de bureaux, soit lorsqu'il y a plusieurs locataires au sein d'un même bien. Passons à présent aux risques spécifiques aux REITs. Le premier sont les risques opérationnels qui dépendent du type de contrat de location. Avec les précédentes explications, on comprend bien qu'il y a un risque opérationnel, donc de maintenance, de dégradation, etc., associé à chaque type de contrat de location. Le moins risqué est le triple net, puisque l'ensemble des frais sont à la charge du locataire, là où pour le gross lease, seulement le loyer est payé par ce dernier. A savoir que lorsque vous investissez sur les rates, c'est que les tribunaux de faillite considèrent une location comme une dépense d'exploitation d'une entreprise. Le paiement du loyer est alors prioritaire par rapport aux obligations si l'entreprise fait faillite. Par conséquent, un locataire doit continuer à payer son loyer à son propriétaire même s'il est en faillite. Donc même si un locataire du REIT fait faillite, il a pour obligation de payer son loyer puis de rembourser ses dettes envers ses prêteurs. Le REIT est donc prioritaire en cas de faillite. Passons au principal risque et commun à tous les REITs pour tout type de secteur, le risque des taux d'occupation. En fonction de la conjoncture économique, certains secteurs verront leur taux d'occupation plus ou moins varier. L'objectif le plus important pour un REIT est de louer ses biens pour s'assurer que ses activités soient rentables. Certains secteurs sont plus exposés directement ou indirectement au risque du taux d'occupation. La demande de leurs biens est dite élastique. C'est le cas des hôtels par exemple. Plus la situation économique est compliquée et instable, plus le consommateur aura tendance à moins partir en vacances et donc à louer des chambres d'hôtel. A contrario, d'autres secteurs ont des taux d'occupation plutôt inélastiques.
Plus simplement, la demande de leurs biens immobiliers est plus stable et ne dépend pas de la conjoncture économique. C'est le cas notamment des commerces qui ont tendance à avoir des taux d'occupation plus importants comparés aux autres secteurs. La demande de commerce dans une zone géographique donnée est dépendante de l'évolution de sa population. Elle a donc tendance à être plus stable et prévisible en termes de demande. De plus, en règle générale, plus un rate a des durées de location faibles, plus elle sera sujet à de fortes variations entre l'offre et la demande, d'où l'exemple des hôtels juste avant. On le voit très clairement sur ce graphique, lors de la crise de 2008, certains secteurs sont plus défensifs que d'autres. Lors de crises majeures, les hôpitaux, cliniques, stations essence, épiceries sont essentiels, et donc sont moins impactés que les hôtels ou les centres commerciaux qui sont considérés comme moins indispensables. Les derniers risques qui vont fortement impacter les activités des rates sont l'augmentation des taux d'intérêt et qui entraînent également le risque associé à l'endettement. Plus les taux d'intérêt augmentent, plus les rates auront des difficultés à développer leurs activités car le coût de la dette sera plus important et donc leurs activités seront moins rentables. Cependant, même si les rates sont moins rentables lors des phases de montée des taux, elles restent performantes. Si on observe ce graphique, pendant l'augmentation des taux, la performance des rates reste comparable à celle des actions. Mais une fois que les taux rediminuent, la performance des rates est bien plus importante que celle des actions. Il faut s'assurer que les activités du rate restent efficaces et rentables même lors de la montée des taux. Pour les risques associés à l'endettement, cela rejoint également la partie sur les risques associés à la croissance des activités. Plus un rate a un faible levier financier, plus il sera flexible et solide financièrement, comme une entreprise finalement. Cela nous rassure également sur son maintien de son dividende, sans émettre de nouvelles actions ou en s'endettant davantage. De plus, il n'a pas d'autre choix que de s'endetter pour payer son dividende ou augmenter son activité, cela rejoint le risque associé au taux d'intérêt. Il n'aura pas d'autre choix que de s'endetter à des taux élevés ou de diluer ses actions, et donc cela aura pour effet d'augmenter son risque. Petit rappel, n'hésitez pas si vous appréciez ce contenu que l'ensemble des synthèses des informations que j'aborde dans cette vidéo sont disponibles déjà sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous appréciez le contenu et également si vous voulez voir d'autres informations de ce type. Maintenant que vous comprenez mieux ce que sont les rates dans son ensemble, nous allons voir pourquoi les rates sont indispensables pour tout investisseur. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà vu, les rates sont techniquement un secteur parmi tant d'autres. C'est pourquoi il est important de s'y exposer pour rendre votre portefeuille plus performant et résilient sur le long terme. Chaque secteur a des performances variables en fonction des cycles économiques. En effet, selon cette étude de Narrate, les rates sont historiquement plus résilientes en cas de récession ou de ralentissement économique. Mais en plus d'être plus résilientes, elles sont aussi plus performantes. Hormis en milieu de cycle, les rates offrent de meilleures performances que le S&P 500. Plus largement, à l'échelle américaine, une étude a été menée sur la performance des différents actifs de 1998 à 2017. On retrouve en première position le private equity, en second les rates et en troisième les small cap. Ce sont les classes d'actifs les plus performantes sur cette période, avec pour les rates une performance moyenne de 10,9%. Alors avoir un actif performant et résilient, c'est le rêve de tout investisseur. Nous avons pu observer à quel point les rates étaient historiquement performants et résilients. Cependant, comment évaluer plus précisément cette résilience que nous offrent les rates? Afin d'étudier cette résilience proposée par la détention de rates en portefeuille, nous examinerons sa corrélation avec d'autres types d'actifs financiers. Cette étude sur la corrélation des rates comparée à celle du marché des actions de 1998 à 2022 nous montre que les rates ont une excellente décorrélation du marché des actions. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, plus l'actif est considéré comme corrélé au marché des actions. A l'inverse, plus le coefficient est faible et ou proche de 0, plus il est considéré comme décorrélé du marché actions. Étant donné que le marché des actions est principalement constitué d'entreprises à grande capitalisation, il est logique que les large caps, dans ce cas, soient la classe d'actifs la plus corrélée. Dans son ensemble, que ce soit pour les entreprises de croissance, de valeur ou de petite capitalisation, elles restent fortement corrélées au marché d'actions comparé aux rates. Si nous élargissons notre étude à davantage d'actifs, comme les obligations ou le private equity par exemple, on observe une fois de plus que les rates sont faiblement corrélés avec les actions. De plus, comme c'est également le cas pour d'autres types d'actifs de type action entre guillemets, les rates sont fortement décorrélés aux obligations. Me direz-vous maintenant, c'est bien d'avoir un actif performant et décorrélé, mais cependant, est-ce risqué? Car en effet, être décorrélé du marché ne signifie pas forcément que cet actif n'est pas risqué. Alors tout d'abord, pour évaluer le risque ici, nous nous baserons sur la volatilité associée à la performance de cet actif. Pour quantifier le retour sur investissement pour chaque unité de risque prise, William Schreip a développé en 1966 le Schreip Ratio. Le Schreip Ratio est calculé comme la différence entre le rendement attendu d'un investissement et celui d'un actif dit sans risque, comme les bons du Trésor américain à 10 ans pour la même durée d'investissement. Soit plus le Schreip Ratio est élevé, plus le rendement ajusté au risque est meilleur. Un Schreip Ratio proche de 1 indique que le rendement proposé est intéressant par rapport au risque. Plus le Schreip Ratio
est proche de zéro, plus il est considéré comme risqué compte tenu des performances offertes. Pour la même période que l'étude précédente, nous avons le comparatif des Shrike ratios et de la volatilité suivante. Logiquement, les Shrike ratios les plus élevés sont ceux des obligations qui sont très corrélés à la performance et la volatilité des bons du trésor américain car elles font partie grossièrement de la même catégorie d'actifs. Mais on peut noter qu'on retrouve en troisième position les rates, qui sont une des classes d'actifs les moins risquées pour le rendement et la volatilité proposés. Petit avis critique sur l'ensemble des études présentées dans cette vidéo, c'est qu'elles se basent uniquement sur des rates américaines ou le marché américain en général. Elles ne représentent pas alors la performance, la corrélation et le risque associés à l'ensemble des rates. Cependant, le marché américain occupe une place majeure dans le marché mondial. Donc cela nous donne quand même une idée générale de l'ensemble des aspects étudiés. De plus, quand on fait l'étude de la répartition des États-Unis sur l'ensemble des pays de l'indice de référence pour les rates à l'échelle mondiale, les États-Unis représentent plus de 60%. De plus, le top 10 des rates de cet indice sont tous des rates américaines. Donc les études présentées sur les rates américaines ou le marché américain en général sont plutôt très représentatives du marché. En résumé de pourquoi investir. Premièrement, elles sont accessibles et vous pouvez investir sur de l'immobilier coté en bourse même avec un tout petit capital. Deuxième point, c'est un excellent moyen de se diversifier, il nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Troisième point, ce sont des actifs très liquides et vous garantissent une certaine flexibilité dans la gestion de votre portefeuille. Quatrième point, les rates vous proposent un revenu passif, récurrent, stable et fiable via les dividendes, à condition bien sûr de bien choisir sa rate. Et enfin, c'est un excellent actif très performant. Pour finir cette vidéo, pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici une étude qui indique la répartition idéale entre les rates, les actions et les obligations en fonction de votre profil investisseur et de vos... Dans cette étude, deux catégories sont dissociées, retraite et épargne pour la retraite. On constate que lorsque nous sommes à la retraite, il est préférable de mesurer son risque et donc de se positionner sur des actifs moins volatiles pour conserver notre patrimoine. Cependant, si vous êtes plus jeune comme moi et que vous investissez pour préserver et faire fructifier votre patrimoine sur le long terme, il est conseillé d'investir en moyenne 10 à 18% de votre portefeuille sur les rates. À titre d'exemple, cette étude de Wilshire Fund Management a pris deux portefeuilles avec et sans rates de 1975 à 2019. On constate que selon leur étude, le risque du portefeuille avec des rates offre un risque moindre pour une meilleure performance. Et ces pauvres 0,5% de différence que vous pouvez dire peut-être qu'ils sont négligeables engendrent une différence au bout de 44 ans de 136 000 dollars. Avec cette étude, cela nous démontre qu'avoir des rates en portefeuille nous permet de le rendre plus résilient et performant sur le long terme. Et c'est pourquoi vous vous devez d'en détenir en portefeuille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mes différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à passer par ma page Instagram ou par mail. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.